faire jeu de mots. Je voulais juste revenir un petit peu sur les risques, question qui a été posée ce matin, si il y avait des risques pour la population qui nous entourait quand on sortait de la centrale. Bien sûr qu'il y en a. On a des appareils de contrôle pour sortir de la zone contaminée, la zone contrôlée comme ils appellent. Donc on a un C1 qui est un contrôle vestimentaire, un C2 qui est un contrôle corporel, mais avec certains seuils de contrôle. Et on a un C3 qui est à la sortie du site, qui lui aussi contrôle un certain seuil, parce que comme il y a la radioactivité du site, il y a en dessous d'un seuil, ils peuvent plus, en fait, ils contrôlent pas. Donc, ce qui veut dire qu'on peut ramener, comme si je prends le site de Paluel, ils sont le seuil de contrôle pour lequel ils détectent l'appareil est 700 becquerels. Donc, en dessous de 700 becquerels, on a de la contamination. Donc, chaque salarié qui travaille sur un site nucléaire sort tous les jours avec de la contamination sur lui. Voilà. Donc, c'est une petite chose qui m'est arrivée à moi personnellement. J'ai été détecté contaminé sur un site après une intervention, sauf que la partie qui était contaminée, c'était un sous-vêtement. C'est un sous-vêtement propre que j'avais sorti de ma valise le matin pour aller passer l'entrepôt au Gamamètre parce qu'on avait travaillé de nuit. Donc je suis allé passer l'entrepôt au Gamamètre et il s'est avéré que c'était le slip qui sortait de ma valise qui était contaminé. Donc le slip qui avait tourné et que dans la machine à laver, avec les affaires de tout le monde, que mon épouse à l'époque avait mis dans la machine, donc voilà. Il était contaminé. Alors il a été lavé. Il y avait certainement plus que ce qu'ils ont trouvé quand ils l'ont trouvé contaminé. Quoi. Donc les gamins pouvaient être contaminés à la maison. Voilà. Donc voilà, donc, je m'appelle Philippe Billard, je suis militant à la CGT, président de l'association Santé Sous-Traitance. Donc, comme je vous le disais, je suis un de ces invisibles qui a travaillé pendant 22 ans dans la radioactivité en tant que sous-traitant pour EDF. Donc j'ai fait beaucoup de décontamination, ce qu'on pourrait appeler aussi de la liquidation, puisqu'on liquide la radioactivité, enfin on la retire pour que les entreprises, nos entreprises viennent travailler. Donc j'ai exercé plusieurs mandats en centrale nucléaire, mais j'en exerce toujours parce que je suis plus en centrale, mais j'ai toujours des mandats. Donc je suis délégué du personnel, membre de CHSCT et membre du comité d'entreprise. J'avais les mêmes mandats dans le nucléaire, sauf le comité d'entreprise. Donc aujourd'hui, j'ai ma dose que j'ai, enfin la dose, je ne sais pas comment dire, ingérée, j'en sais rien comment dire, mais enfin j'ai été exposé à de la dose de radioactivité. Aujourd'hui, j'ai une dose cumulée de 250 millisieverts pour 22 ans d'exposition. À ça, il me manque la dose de rayon X qu'on m'a jamais donnée, et la dose de rayon neutronique. J'en ai une partie, mais j'ai une grosse partie que j'ai pas, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de dosimètre. Et nous, on a été extrêmement exposés aux neutrons aussi, lors des évacuations de combustible. Aujourd'hui, il y a une autre exposition aux neutrons, puisqu'il faut savoir qu'EDF, pour gagner du fric, fait travailler les gens dans le bâtiment réacteur en marche. Donc là, on peut être parfois soumis au flux neutronique. Donc moi j'ai été exposé à des... Parce qu'au départ, on n'avait pas non plus les appareils pour détecter le neutron. Et on était dans les flux quand on décontaminait. Donc, et parfois les flux étaient à 4 millisieverts. En neutron, c'est énorme. Et c'est quand on a eu les appareils qu'on s'est rendu compte qu'on retrouvait les flux, mais on pouvait s'en protéger en prenant des perches pour décontaminer. Donc, moi, dans mes mandats de représentant du personnel, j'ai agi rapidement sur les dangers de la radioactivité, enfin rapidement, surtout après avoir constaté que ce qu'on nous avait dit, les normes qu'on nous avait données d'exposition, 50 millisieverts puis 20 millisieverts, en fait, on s'est vite rendu compte que
même aux doses, comme on disait lors des formations, que ça ne serait pas dangereux pour notre santé. On s'est vite rendu compte que c'était pas vrai, et qu'on avait des gens malades. Alors, dans le nucléaire, les sous-traitants, il y en a énormément de malades, il y en a énormément de décédés. On a quand même des collègues qui sont partis en retraite avec des doses cumulées de plus de 1 sievert. C'est énorme. On a aussi de nombreux salariés qui à l'époque étaient gérés par la dose, qui ont travaillé sans les dosimètres. Donc ceux-là, on ne peut pas estimer quelle dose ils ont pris. Parce que parfois, on peut prendre, ils prenaient 4 ou 5 millisieverts, enfin ils ont pris des grosses doses. Voilà. Donc ceux-là, on ne sait pas où ils se trouvent. Donc on déplore malheureusement beaucoup de décès, comme disait Annie ce matin, des jeunes hommes, non, quand on arrive autour de la quarantaine, autour de la cinquantaine, on n'est plus des jeunes hommes, mais bon. Voilà, on n'est pas vieux non plus, donc moi j'ai quand même plusieurs camarades qui sont décédés aujourd'hui, dont un avec qui on travaille sur le dossier pour la reconnaissance de la faute inexcusable de mon employeur, dont on aura le résultat le 14 avril. Donc on ne manquera pas de vous avertir de ce résultat qu'on espère bon pour nous et pour la suite, puisqu'il y aura une suite de ce jugement. De toute façon, ma botte fera appel, le groupe GDS-Suez nous fait appel de tout. Donc, et puis aujourd'hui, il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de salariés qui sont malheureusement malades, mais qui continuent de travailler dans le nucléaire. Parfois, après avoir subi. Moi, j'avais un collègue qui avait repris le boulot dans le nucléaire parce que quand il n'y a plus que lui qui est en peu dans la région, à un moment donné, le gars il retourne, quoi. Il cache la maladie à l'employeur, parce que sinon il serait mis en inaptitude, et puis il y va. Donc il cache aussi sa maladie au médecin du travail parce qu'il ne peut pas partir dans une autre boîte, et c'est un nouveau médecin du travail, et aussi, comme les dossiers ne suivent pas d'un médecin du travail à l'autre, et ce qui fait qu'il peut retourner dans le nucléaire, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc le collègue dont je vous parle, il avait eu une ablation du poumon, il était retourné dans le nucléaire. Aujourd'hui, on a énormément de cancers des testicules, avec des ablations aussi pour certains d'entre nous. Donc voilà un peu le... Mais bon, quand il n'y a que cet employeur-là qui, comme là, hein, comme ici, sur la basse Normandie, voilà, il n'y a que ça comme boulot. Donc, moi, en tant que militant syndical de la CGT, je suis aussi, et je tiens à m'expliquer, pour l'arrêt immédiat du nucléaire, parce que pour moi, l'emploi qui diminue l'espérance de vie en bonne santé ou tue le salarié, pour un militant syndical, membre de CHSCT, c'est inacceptable. Donc voilà pourquoi on veut, nous, l'arrêt immédiat. Et surtout pas de démantèlement de la zone radioactive, parce que c'est aussi continuer de nous éradier. Et puis une chose aussi qu'on aimerait ne pas voir trop souvent apparaître, c'est voilà, ces études épidémiologiques. Moi personnellement, on n'a pas besoin d'en faire d'autres. De toute façon, on sait qu'à la base, le nucléaire est dangereux. On a déjà suffisamment de salariés qui sont malades et plein de gens en plein monde qui étaient malades. Donc, études épidémiologiques, si on leur demande une autre, ça veut dire qu'on leur permet de continuer d'exploiter. Donc, pour moi, en tant que militant syndical, je vous dis, il ne faut plus d'exploitation nucléaire parce que mes camarades qui sont malades aujourd'hui, il y en a marre, il y en a assez. Et j'en veux pas plus. Donc, voilà, un arrêt immédiat. Donc, il faut que je vous explique un petit peu aussi rapidement pourquoi aussi il existe des sous-traitants dans le nucléaire. Donc, une des raisons, c'est l'effacement des traces. C'est aussi pour que on va dire, le lobby du nucléaire puisse ne jamais être responsable, reconnu responsable de la justice de ces méfaits, de son organisation criminelle du travail, parce que dans la sous-traitance, il y a la maltraitance qui est organisée. Cette maltraitance est organisée justement pour créer un turnover dans les salariés, pour qu'ils aillent se faire exploiter ailleurs, dans d'autres industries tout aussi dangereuses, la chimie, la microchimie, je pourrais vous en citer d'autres.
Donc tout ça, ça nous met en nous un cocktail explosif, mais ce cocktail explosif, il va quand même permettre aux employeurs du nucléaire de dire regardez, ce mec, il a travaillé chez nous, ok, mais c'est pas nous qui l'avons rendu malade, parce qu'il est exposé à d'autres cancérogènes, donc allez voir ailleurs, c'est pas chez nous. Donc c'est ça qui quand même qui craint. Aussi, je ne vais pas revenir sur ce que disait Annie, mais notre tableau qui reconnaît 3 maladies aujourd'hui, il n'est pas à la hauteur des risques qu'on nous fait courir. Donc ça pose un énorme problème, mais pour les employeurs, ça leur permet de dire qu'ils font du nucléaire propre. Donc l'autre raison, une deuxième raison de cette mise en concurrence des entreprises, c'est aussi pour gagner du fric, parce qu'il faut quand même savoir qu'on n'a pas le même salaire que les agents statutaires, on est 3 fois moins payé, et à chaque fois qu'il y a un marché qui passe, c'est toujours du moins sur les salaires. La raison pourquoi, justement pour maintenir ce turnover et faire partir les gens pour qu'ils aillent travailler un petit peu plus cher dans d'autres industries. Alors, il y a une lutte aujourd'hui qui est menée par plusieurs sous-traitants, enfin une entreprise sous-traitante avec plus de 40 jours de grève aujourd'hui sur le site de Cruas. Ils sont aussi en grève à Pontly. Donc ça bouge de partout. Il y a aussi le site de Amazon contrôlé où tout le monde peut aller voir un petit peu comment EDF et ses boîtes sous-traitantes, parce que tout ça, tout est mêlé ensemble, ils sont tous main dans la main. Voilà. Et puis, je disais, l'effacement des traces, gagner plus de pognon sur le dos des salariés. Moi, je profite aujourd'hui d'alerter un petit peu aussi tous les camarades des organisations syndicales. Ouvrons les yeux, grands, parce qu'aujourd'hui, on commence à faire entrer des salariés étrangers, alors des salariés détachés pour faire notre boulot. Et là, quand on veut suivre ces salariés-là, ça va être extrêmement difficile. Par contre, je les appelle les assassins, ça va être que du bonheur. Donc, voilà. Et la troisième raison, qui est une raison quand même importante, de pourquoi de la sous-traitance. La sous-traitance, elle s'organise aussi syndicalement, et casser ces changements de marché tous les 3 ans, 4, 5, 6 ans, fait aussi qu'on casse le tissu social, enfin le tissu revendicatif sur chaque site, parce qu'à un moment donné, ce tissu peut devenir très très gênant pour le Nord. C'est ce qui s'est passé à la centrale de Palmer, et c'est ce que j'ai vécu en 2006. On avait quand même un gros collectif CGT des sous-traitants qui fonctionnait très très bien, trop bien aux yeux du donneur d'ordre, qui de toute façon, lors d'un appel d'offres, nous a fait perdre le marché. Tout ça, c'est... On n'a pas perdu le marché pour perdre le marché, tout est fait. Je vous l'ai dit, ils sont tous main dans la main, donc c'est ma boîte qui a certainement mis un prix 50% plus cher que tous les autres, pour faire plaisir à EDF, pour leur dire, voilà, ici, on va casser le tissu revendicatif qui était dur quand même. On était quand même, pour ma part, moi je rentrais dans le bureau du directeur comme si j'étais chez moi. D'ailleurs, c'est toujours comme ça. Moi je suis travailleur. Voilà, tout ce qui existe aujourd'hui dans les bureaux du directeur, dans les entreprises et tout, c'est moi, par mon travail, qui permet que tout ça existe. Donc, je suis chez moi partout. Voilà. Ça, c'est important à le dire. Il ne faut pas que les salariés l'oublient, ça. C'est eux qui créent les richesses. Donc, parfois, les richesses qu'on crée, il faut les récupérer, quoi. C'est à nous, quoi. Donc, il ne faut pas hésiter. Donc, sur le site de Palmel, le collectif a été cassé. Mais au travers du collectif qu'ils ont cassé, ils cassent, comme disait Annie, les militants. Il est très facile d'une entreprise comme GDF Suez, qui est un colosse financier du CAC 40, 85 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'année, il est très facile pour eux de s'en prendre à un militant qui gagne 1 200 euros par mois. Quand bien même celui-ci est un salarié protégé, ils ne vont pas le gêner pour le péter, quoi, parce que ils ont le fric pour ça. Et ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que c'est le fric, et le fric de mes collègues, qu'ils utilisent pour nous casser.
Donc à un moment donné, il faut aussi qu'on ait cette réflexion-là pour dire il faut peut-être arrêter la casse. Donc moi j'ai vécu, suite à la perte du marché de Palluel, une grosse procédure de licenciement. Elle a duré 5 ans. 5 ans où je suis passé par tout ce qu'ils avaient entre leurs mains, judiciaire, inspection de travail, enfin, quoi. Ils m'ont fait la totale, je me suis battu sur tout. Annie était là pour me soutenir, elle a fait beaucoup de choses. Il y a eu des organisations syndicales de la CGT qui ont aussi bougé, mais jusqu'à une certaine limite. Donc, voilà. Dans la lutte que j'ai dû subir, la première des choses, c'est qu'ils m'ont interdit le site de Palluel, là où je travaillais. J'ai jamais voulu me rendre sur le site de Gravelines, parce que je leur avais dit de toute façon depuis plusieurs années que si je voulais être nomade, j'aurais choisi peut-être de vivre dans une caravane et j'aurais peut-être fait de la musique. Aujourd'hui, je serais peut-être une star. Et voilà. Donc ils savaient ce point-là. Donc en fait, j'étais la personne à abattre sur le site de Palluel. Voilà, pendant 30 mois, ils m'ont pas donné de travail, ils m'ont laissé à la maison. Pour une raison, c'est que le fait de ne pas me donner de travail, ils me donnaient plus mes primes, parce que aussi, quand on passe d'une boîte à l'autre ou d'un marché à l'autre, quand il y a reprise d'une boîte par rapport à l'autre, le salaire qui passe en prime. Alors là, c'était... ils pensaient qu'en me retirant de l'argent sur le salaire, sans me donner de travail, que j'allais céder, quoi. Mais j'ai perdu 700 € par mois pendant 30 mois. Donc il y a eu des aides qui m'ont été données d'abord par le syndicat, la Fédération de l'énergie qui a vite arrêté, qui m'ont donné une fois. Il y a eu de la solidarité, hein. Beaucoup de personnes sont là, Annie, qui m'ont apporté de la solidarité financière. Bon, je suis toujours dans la merde. Excusez-moi. Ce qui est dur, c'est quand les témoins, les autres crèvent la faim. On peut peut-être poursuivre en laissant respirer. Non, mais ça va aller. C'est dur à vivre, quoi, parce que voilà, c'est ce que je vous disais, même si j'ai gagné le combat, même si aujourd'hui ils ne m'ont pas licencié, les difficultés financières qu'ils m'ont créées sont présentes. Mais c'est pas pour autant que j'arrêterai de lutter, parce que je maintiendrai la lutte, je vais jusqu'au bout des choses. Hein, et voilà, il faut se battre, il ne faut pas lâcher. C'est un monde criminel, ce sont des assassins. Voilà, et puis je tiens aussi à dire qu'aujourd'hui, quand on se dit salarié, quand on nous dit qu'on est salarié protégé en tant que représentant du personnel, eh bien, c'est pas vrai. Parce que il y a un moment donné où la lutte va tellement loin que financièrement on n'est plus protégé. Donc, et ça, c'est pas logique. Ce qui n'est pas logique, c'est que l'employeur, lui, se permet de prendre l'argent que nous, la richesse qu'on crée pour nous attaquer. Alors lui, il a le droit de se taper dans la caisse pour se défendre, mais nous, cette caisse qui nous appartient, on n'a pas le droit d'y toucher. Et là, c'est extrêmement difficile parce que ce sont des procédures qui coûtent extrêmement cher. Parce que quand vous avez un colosse comme ça, de toute façon, lui, il va se prendre des plus gros cabinets d'avocats. Il va aller payer une fortune, mais c'est pas un problème pour lui. Et moi, il faut que je me paye avec mes peu de sous l'avocat. Mais bon, là, la Fédération d'énergie de la CGT avait pris les frais d'avocat en charge. Donc c'est déjà une bonne chose. Donc voilà, on n'est pas du tout protégé. Il faut mener la lutte. Alors, on l'a mené la lutte, hein, Ali, on a mené la lutte.
Et puis on se rend compte que quand on mène la lutte, les gens qui sont en face de nous, c'est les colosses au pied d'argile. Voilà, on peut mener la lutte avec très peu de salaire, on va y laisser des plumes, c'est très très dur, mais à la fin, au final, on se rend compte qu'on peut gagner contre ces gens-là. Et on se dit aussi, qu'est-ce qu'on leur fout, qu'est-ce qu'on leur fait peur, si petit qu'on est, de pareils colosses, quoi. Donc ça c'est important. C'est un message que je passe à tous les salariés. N'ayez pas peur de votre employeur, c'est vous qui le faites, et c'est pas le contraire. Donc moi je reviens aussi là dernièrement de Fukushima, où j'ai vu une grande centrale. On va revenir un petit peu sur comment ils nous vendent le nucléaire. Donc ils nous vendent le nucléaire, les centrales nucléaires, en nous vendant la sûreté. Donc la sûreté, c'est le principe de base pour garantir qu'on ne va pas contaminer l'extérieur et les zones qui sont à l'extérieur de la centrale. Et là, à Fukushima, moi, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu une grande centrale qui s'étale sur des milliers de kilomètres carrés. Ce qui est étonnant, c'est que vous roulez sur l'autoroute pendant plusieurs minutes et vous voyez les détecteurs de radioactivité qui sont là, vous passez, vous visez la 15, la 50 microsieverts, la 30, la 0,3. C'est inadmissible que l'on puisse vendre du nucléaire en disant qu'on va garantir la sûreté et que seuls les salariés qui travailleront dans la centrale seront exposés et suivis, alors que là, tous les gens aujourd'hui qui habitent le Japon, qui passent dans ces zones, deviennent des travailleurs du nucléaire puisqu'ils sont exposés à la radioactivité. C'est affolant. Affolant ce que j'ai pu voir, c'est un autre monde, c'est un monde de fous. Aujourd'hui, ils sont en train de tout décontaminer et ça se fait par des entreprises qui sont même pas, qui connaissent rien au nucléaire, les salariés connaissent rien du tout. Ils retirent, ils grattent les 40 cm de hauteur de terre pour décontaminer, ils en mettent partout, il y a des sacs partout, j'ai pris des photos, c'est impressionnant. Ils sont en train d'étaler partout. Et puis le fait, c'est que nous aussi, quand on est allé sur la zone, on ramène des saletés partout, parce qu'on nous donne une blouse pour tous ceux qui veulent visiter. On a une blouse, on descend du car, on va visiter, on en a plein les godasses, on monte dans le car. Et puis voilà, là où c'était pas contaminé, même mon hôtel où j'étais, peut-être qu'il a été contaminé. Moi j'avais pris des lingettes pour nettoyer mes godasses, ce que tout le monde n'avait pas fait, ça un réflexe de travailleur. En espérant laisser la contamination sur la zone où elle était. Mais voilà, c'est grave ce qui se passe, c'est dingue. Et cette organisation qu'on appelle ethos, je ne sais pas trop ce que c'est que ce truc, mais je peux vous dire que derrière ce truc se cachent les lobbies du nucléaire, les assassins, parce que tout est fait pour que les gens reviennent de vivre en zone radioactive, alors qu'à la base, tout est fait dans le nucléaire quand il fonctionne pour justement que vous, non-travailleurs, vous ne viviez pas dans la zone contaminée. Et là, on inverse les choses. Vous allez vivre dans la zone contaminée. Donc ça, c'est pas normal. Nous, ici, les zones des centrales et de l'AEC, ils sont fermées à tout public. Et là-bas, tout est ouvert. Donc c'est le risque qu'on court tous, nous, là, si on ne se bat pas pour arrêter ces usines et les constructions, hein, c'est ce qu'on va vivre demain. C'est-à-dire que vous allez devenir des travailleurs du nucléaire exposés à la radioactivité et en consommer. Donc, et ces associations qui font croire que l'on pourrait vivre dans des zones contaminées et y manger, c'est complètement débile, puisque nous, dans les zones contrôlées d'une centrale, il est interdit d'y boire et d'y manger. Et là, du jour au lendemain, après l'accident, on a le droit de tout faire. C'est incroyable. Mais voilà, c'est honteux. Ouais, je voudrais aussi, qu'est-ce que je voulais expliquer un petit peu sur ce qui se passe pour nous. Bon, je suis venu sur les dossiers. Bon, on a l'association Centrée Sous-Traitance qui aide avec Annie, avec l'association Henri Pétra pour la constitution des dossiers. Bon, comme Annie l'a dit, extrêmement difficile de faire reconnaître des maladies professionnelles. Quand c'est dans le tableau, c'est dur, il faut bosser. Donc,
mais quand c'est hors tableau, c'est des luttes interminables. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de salariés ne veulent pas mener ces luttes parce que c'est trop long, c'est trop dur. C'est à nous d'apporter les preuves. Les trois quarts du temps, les preuves que l'on a, le client ne veut pas les donner. Quand il y a des contaminations, quand on passe des entrepôts, et bien aujourd'hui, ils ont fait disparaître la petite feuille qu'ils nous donnaient au départ, qui donne la courbe de contamination. Là aujourd'hui, il la donne plus un texte de faire des économies, quoi. Mais bon, comme je vous disais, c'est l'effacement des traces. Donc voilà. Voilà, et puis dire aussi, passer un petit message, l'emploi, on l'aura ailleurs que dans le nucléaire, ça c'est sûr, parce qu'un soudeur, ça reste un soudeur, qu'il soit dans le nucléaire ou ailleurs, c'est pas un problème. Et puis pour nous à la CGT, on est pour la formation à longueur de vie, donc voilà, on s'adaptera, on s'est déjà adapté. Moi je suis la preuve qu'il est possible aujourd'hui de sortir du nucléaire pour un travailleur, parce que mon entreprise m'a sorti du nucléaire et je travaille toujours. Donc il n'y a aucun problème, il n'y a pas à avoir peur pour l'emploi, on l'aura ailleurs. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Si vous avez des questions, je pourrais. Merci. Votre parcours. Par contre, ce que j'entends de votre position personnelle par rapport au nucléaire, est-ce qu'elle est effectivement partagée au niveau de la direction de la CGT? Je m'explique. Il fut un temps, il y a une vingtaine d'années, je me souviens d'une réunion qui avait lieu à la bibliothèque, dans une salle à Cherbourg, où il y avait une agressivité à l'époque de la CGT vis-à-vis des antinucléaires au nom de l'emploi. Et là, dans votre discours, j'entends vraiment autre chose. Alors ma question, est-ce que vous avez aussi l'appui au niveau de la CGT, au niveau national, dans vos prises de position? Au niveau national, non. J'en ai pas. Mais il y a quand même un changement quand même dans la réflexion aujourd'hui pour moi en Seine-Maritime au niveau local. On a aussi un collectif santé de l'Union départementale de la CGT. Et dans ce collectif, le fait de discuter un petit peu des risques que l'on encourt amène d'autres militants à penser la même chose et et aussi à recadrer leur mandat de membre de CHSCT, parce que c'est vraiment le mandat où on va agir sur la santé, donc pouvoir faire de la prévention. Donc maintenant, on a de plus en plus de collègues, et j'en ai même quelques-uns qui sont à la Fédération d'énergie. Malheureusement, c'est pas eux qu'on les règne à Paris, mais qui se disent aussi qu'il faut arrêter le nucléaire par rapport aux atteintes que ça fait sur la santé. Donc petit à petit, ça évolue. Alors c'est vrai qu'il y a une grosse agressivité, hein, parce qu'on la retrouve dans l'Est, hein, aussi, parce que pour la... Ouais, voilà, il faut simplement rappeler aux collègues militants, pour moi, pour mon syndicat de la CGT, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la priorité, c'est pas l'emploi, c'est la santé. Donc il y a là un axe qu'il faut peut-être rediscuter avec les gens qui sont agressifs, parce que, et puis aussi, il y a un autre point aussi sur lequel il faut venir. Aujourd'hui, les employeurs nous appellent des collaborateurs. Mais arrêtons de collaborer, quoi. Il est temps. Et remettons la santé en avant, parce que les syndicats se sont constitués parce qu'il y avait des atteintes à la santé et qu'il était temps de faire arrêter ça. Et maintenant, il faut qu'on reprenne notre bâton de maréchal. Notre bâton de maréchal dans le syndicat, c'est la santé, c'est rien d'autre. Et stop aux emplois qui tuent ou qui réduisent la santé et les accidents de travail et autres. C'est ça le combat qu'on a, mais c'est dur en interne. J'étais mal vu pendant plusieurs années, j'y suis encore. Je m'en fous, parce que moi je ne suis pas collabo des patrons qui parlent d'atteinte à la santé de mes collègues de travail.